Oui, bonjour à toutes et à tous. On a effectivement au niveau d'une fédération comme la nôtre qui regroupe notamment les différents syndicats d'énergie au niveau national, mais aussi d'autres types de collectivités qui travaillent dans les différents services publics locaux, deux rôles en quelque sorte. D'une part, un petit peu de représentation et d'anticipation par rapport à de nouvelles activités et la représentation de nos adhérents, et puis un rôle également d'échange d'expériences, de mise en commun de moyens entre ces différentes collectivités et essayer de faire en sorte que ce qui a été mis en place dans un département puisse profiter au département ou aux syndicats qui souhaitent poursuivre dans cette direction-là. Donc, peut-être sur le premier rôle, on a participé dès l'origine au programme national sur les véhicules électriques, donc ça date de 2008-2009, à l'initiative des ministres de l'époque de l'Environnement et de l'Industrie, qui étaient Chantal Joanneau et Luc Châtel, qui avaient cette double volonté à la fois environnementale et industrielle de relancer en quelque sorte la dynamique du véhicule électrique. Et Isabelle Rivière rappelait qu'en 2012, nous étions pas très nombreux à penser que ce type de véhicule avait un intérêt dans les zones rurales. En 2008 et 2009, quand je participais à ce groupe de travail national, j'étais tout seul à dire que les collectivités rurales avaient un intérêt sur le déploiement des bornes de charge et des véhicules électriques. Et donc je suis très content de voir qu'au bout d'un certain nombre d'années, les dispositifs de soutien mis en place par l'État, qui au départ étaient ciblés uniquement sur les grandes agglomérations, ont ensuite évolué par l'intermédiaire de l'ADEME vers des zones mixtes, ce qui était bien la reconnaissance de la nécessité de travailler sur d'autres types de territoires et également sur des territoires plus vastes, puisque là aussi, il ne faut pas imaginer que un possesseur de véhicules électriques qui habite en ville ne va circuler que sur le territoire de l'agglomération, il va aussi se déplacer plus loin, et c'est ce que rappelait Pascal Houssard, voire même au-delà des limites du département, et vice-versa. Ensuite, sur le deuxième rôle, qui est ce rôle d'échange d'expérience, de diffusion des nouvelles activités, nous avons effectivement mis en place un groupe de travail sur la mobilité propre. Donc il y a un volet important sur le véhicule électrique, on parle aussi un petit peu des véhicules gaz et d'autres types de motorisation non polluants, qui a permis effectivement de diffuser et de développer les expériences des départements les plus pionniers en la matière, voire des agglomérations également, puisque nous avons également des agglomérations qui participent à ce groupe de travail. Et nous avons pu également mener une enquête auprès de nos adhérents pour voir quel était leur degré d'information, d'implication sur ce type de projet. Et nous avons pu constater donc en fin d'année dernière ou début de cette année qu'une grande majorité des syndicats d'énergie étaient intéressés, impliqués à différents titres et à différentes étapes de la démarche dans des projets de déploiement de bornes de charge pour les véhicules électriques ou hybrides. Aujourd'hui, il y a à peu près une douzaine de syndicats qui sont engagés dans une démarche, soit en ayant déjà déposé un dossier de demande d'aide auprès de l'ADEME, soit en phase de constitution de ce dossier, en phase de consultation d'entreprises. Excusez-moi, mais 12 syndicats, c'est pas énorme quand même. Alors, il y en a 12 qui sont dans la phase opérationnelle, c'est-à-dire ça représente à peu près 1 millier de bornes soit déjà installées, soit en cours d'installation, et on en a à peu près une vingtaine qui sont au stade un petit peu préliminaire, donc d'établissement de schéma directeur, comme ce qui a été fait pour le cas du département de l'Yonne, soit de passation de marché, de consultation des communes, donc pour des volumes de bornes qui sont à peu près dans les mêmes proportions, donc 2 à 3 000 bornes supplémentaires par rapport à celles qui sont déjà en phase d'installation. Donc ça représente à peu près la moitié au total des départements qui sont dans cette démarche-là. Et après, bon, il faut aussi rappeler que l'année 2014 était une année de renouvellement des conseils municipaux, donc des instances syndicales, et que ça a pu aussi être une phase un petit peu de réflexion. Alors, quels sont ceux qui sont les plus dynamiques? C'est les territoires ruraux, vraiment?
C'est souvent des territoires un petit peu mixtes, Oui. mais on a également des territoires ruraux qui sont impliqués. Donc à titre d'exemple, parmi certains qui sont les plus avancés, vous avez le département de Seine-et-Marne, enfin le syndicat d'énergie de Seine-et-Marne, donc qui est pas loin de chez vous, et dans la partie limitrophe, qui a un territoire tout à fait similaire au vôtre, à composante très rurale. On a également le département du Calvados, les départements bretons, qui présentent aussi l'intérêt de travailler de manière interdépartementale. Ça rejoint les questions d'interopérabilité. En région Bretagne, les 4 départements bretons, les 4 syndicats des départements bretons ont élaboré, en lien avec le Conseil régional, un programme de déploiement sur l'ensemble des 4 départements, ce qui permettra d'avoir des systèmes déjà à cette échelle-là utilisables au-delà des frontières départementales. Quels sont les conseils que la fédération se permet de donner à ses ressortissants pour avancer dans ces schémas-là? Alors, on ne donne pas forcément de conseils très ciblés, on est très respectueux des spécificités locales. Comme je le disais, on travaille beaucoup avec un système d'échange d'expérience. Donc, dans le cadre de ce groupe de travail, on met à disposition des documents types, des modèles de cahier des charges, des modèles de documents de marché qui permettent aux syndicats qui veulent s'engager dans cette direction-là d'aller plus vite et de profiter de l'expérience qui a été menée dans les départements voisins. Globalement, ce qu'on peut quand même dire comme conseil, c'est d'avoir un fonctionnement, et je crois que ça a été dit également par la Vendée et l'Indre-et-Loire, un fonctionnement plutôt progressif. Il faut effectivement, on est toujours dans un système un petit peu de la poule et de l'œuf, il faut des infrastructures pour développer les véhicules, mais il faut des véhicules aussi pour justifier d'installer plus d'infrastructures. Donc ce qui est préconisé et ce qui est utilisé dans la plupart des cas, c'est un système en plusieurs tranches qui permet d'avoir déjà un premier réseau qui a un effet incitatif et puis d'ajuster le rythme ensuite des nouveaux déploiements en fonction du rythme d'acquisition des véhicules sur le territoire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, si possible, de travailler également en liaison avec les départements voisins, de manière à avoir cette interopérabilité plus facile, puisque l'enquête, enfin les résultats de ce qui a été vu en Vendée donnent à peu près 25% seulement de demandes de cartes sur le territoire départemental. On a des retours à peu près analogues dans d'autres départements et dans d'autres régions, où ce sont effectivement entre 2 tiers et 3 quarts des utilisateurs qui ne sont pas originaires du département où la borne est utilisée. Merci beaucoup, monsieur, pour cette expertise et ce regard au niveau national sur l'ensemble des territoires.